Rebonjour. Vous avez remarqué le petit logo MDI là qu'on voit là juste. Ah non, c'est de l'autre côté. Voilà. Bon, j'y arriverai pas. Donc vous avez regardé le petit logo MDI avec sa fumée qui sort. Eh ben, c'est une fumée de pixels. Eh oui. C'est plus la fumée traditionnelle des usines du 19e et après. Non, non, c'est une fumée de pixels parce que maintenant l'industrie est digitale ou en grande partie. Mais est-ce que cette fumée de pixels est aussi nocive que la fumée précédente? C'est la question qu'on va se poser avec nos invités. Patrice Tibéri, directeur général de Top Solid, chargé du marketing et du développement. Directeur général adjoint. Adjoint, oh, je m'excuse. Je m'excuse auprès du directeur général. Exactement. Patrick Caillavet. Thierry Oh, vous avez déjà fait l'erreur. Oui. Exactement. Thierry Cavaillé, je suis très nul, qui est country manager de 9 altitudes. C'est exact. Et Jérôme Perrault, qui est PDG de Buffet Crampon, qui est une boîte ô combien célèbre et mondialement connue pour les instruments avant. Alors, Patrick Tibéri, vous êtes leader en CFAO ERP. Et vous venez de faire des acquisitions 4.0, lesquelles? Alors oui, en fait, nous sommes une société, deux mots de l'entreprise, donc Top Solid, société française d'édition de logiciels de CAO, FAO, ERP, depuis 35 ans, plus de 35 ans. Donc on développe des solutions digitales. Et puis évidemment l'industrie 4.0, c'est aujourd'hui un incontournable pour les industriels. Donc l'entreprise se doit de progresser et de proposer des solutions dans ce sens-là. Donc on a fait un certain nombre d'acquisitions l'an dernier et cette année. L'acquisition d'un éditeur français de logiciels, Progilab, qui nous a apporté à notre catalogue des solutions Top Solid Part Costing et Top Solid Inspection. Et puis une acquisition en Suisse d'un de nos revendeurs qui nous a permis d'acquérir un logiciel qui s'appelle Top Solid Shop Floor et qui permet de faire la digitalisation de l'atelier. D'accord. Donc vous avez agrandi vos compétences. Oui, on a agrandi l'entreprise et puis on s'est tourné vers l'industrie 4.0. On y était déjà, mais néanmoins on a consolidé l'offre. Et c'est très important, évidemment, dans la révolution industrielle qui est en train de se produire. Alors, Thierry Cavaillé, il y a quelque temps, je vous aurais dit que vous étiez country manager chez AD Ultima. Eh bien, c'est plus le cas, parce que maintenant, vous êtes 9 altitudes. Et pourquoi? Tout à fait. Pourquoi ce changement de nom? La raison est assez simple, c'est que Nine Altitude est un groupe européen. Nine Altitude. Oui, c'est un groupe européen. Voilà, comme il faut dire Nine, donc. C'est effectivement communément admis dans les pays européens. Et donc le groupe Nine Altitude est un groupe européen qui propose aux industries les plateformes technologiques qui permettent leur transformation en industrie 4.0 de bout en bout. Et comme groupe européen, nous avons cette marque commune qui rassemble l'ensemble de ces entités. D'accord. Alors Jérôme Perrault, vous êtes ce que je qualifierais d'industriel artisan de la lutherie, donc je disais spécialisé sur les instruments avant, et vous fédérez, en fait vous êtes une fédération de marques de lutherie de qualité pour les musiciens professionnels. Alors, fédération, on est une entreprise. Oui, mais quand je dis fédération, vous fédérez des marques. Donc, on a été créé en 1825 par Monsieur Buffet et Zoé Crampon. Et donc, on est loin d'être la start-up. À l'époque, évidemment, le digital n'existait pas. Ouais. Mais effectivement, on s'est développé à travers les siècles, principalement autour de quelques instruments et la marque principale de Buffet Crampon. Mais depuis une dizaine d'années maintenant, on a élargi notre spectre et notre portefeuille d'instruments, et on a l'intégralité des instruments avant avec des marques qui sont chacune leaders, enfin spécialistes de leur marché, de leur segment d'instruments. On a une marque spéciale pour les trompettes, une marque spéciale pour les hautbois, une marque spéciale pour les saxophones, etc. Donc on a vraiment un portefeuille de marques qui est à chaque fois représente la spécialité du segment d'instruments. Et vous avez quand même 900 salariés? Exactement, 900 salariés, on a une présence très internationale, on fait que 5% de notre chiffre d'affaires en France, une trentaine aux États-Unis, une vingtaine au Japon, après viennent l'Allemagne, la Chine, etc. Donc on a une répartition à la fois commerciale aux États-Unis, au Japon, en Chine et en Europe, et également une répartition industrielle sur pratiquement les mêmes pays.
Avec 6 usines dans le monde? C'est ça, 6 usines. La principale est celle qui est un peu le cœur de l'entreprise, qui est basée à Mantes-la-Ville, à 50 km de Paris, mais également des usines en Allemagne, aux États-Unis et en Chine. D'accord. Et vos clients, les musiciens professionnels, s'ils travaillent avec vous, c'est parce qu'il faut de la qualité, il faut de la permanence, de la qualité, et avoir confiance. Il faut plus que de la qualité, il faut de l'excellence, il faut vraiment avoir confiance dans son instrument. Un musicien d'orchestre, un soliste qui fait sa prestation face à du public doit se sentir totalement en confiance avec son instrument. Il a une relation très intime avec lui et chaque note est importante pour lui. Et il faut que l'instrument réponde comme il l'entend, comme il s'est entraîné, sans aucun écart. Et donc ça demande une attention toute particulière. Alors, on a parlé tout à l'heure du process industriel, de sa transformation pour qu'il soit moins polluant. Mais est-ce que la digitalisation est par nature non polluante? C'est la question que je vais vous poser, messieurs, qui proposer des solutions numériques. Monsieur Tiberi. Eh bien, malheureusement, la digitalisation a un impact environnemental. Aujourd'hui, on estime que environ 2% des émissions de CO2 proviennent de la digitalisation. Donc, il y a un impact environnemental qui va être grandissant. Mais en contrepartie, la digitalisation permet aussi de produire mieux, produire plus propre, d'économiser de l'énergie. Donc, en fait, tout ça, c'est une histoire de balance entre les avantages et les inconvénients de la digitalisation. Mais de toute façon, la digitalisation n'est pas une option, c'est une obligation pour les entreprises. Elles ne peuvent pas ne pas être dans le mouvement de la digitalisation. D'accord. Donc elle embarque en plus un peu de qualité environnementale. C'est presque sûr, c'est même certain. Simplement, c'est pas neutre à la base, mais on peut estimer que les bénéfices seront supérieurs aux inconvénients. Alors pour vous, Thierry Cavaillé, la digitalisation, c'est presque équivalent à respectueuse de l'environnement? Alors, quand on dit digitalisation, c'est vrai que, comme disait Patrick, il y a un coût, il y a une réalité environnementale, mais il faut aller plus loin dans l'analyse, puisqu'en fait, la réalité environnementale, quand on parle de digitalisation, elle est surtout liée à l'usage individuel et des smartphones, en fait, par exemple. C'est-à-dire que si on veut vraiment transformer les choses, on a, je crois qu'il y a une étude qui expliquait que si on gardait nos smartphones plus de 2 ans, ça reviendrait à réduire à l'équivalent d'1 million de voitures en moins sur les routes. Donc, quand on dit digitalisation et l'impact environnemental de la digitalisation, c'est une réalité, mais au sein des équipements qui constituent ou du monde de la digitalisation, on voit que c'est l'usage de nous tous, en tant qu'individus, qui a la plus grande impact environnemental. Ce n'est pas l'usage professionnel. Donc ça, c'est déjà le premier point. Le deuxième élément, c'est qu'effectivement, il y a un coût carbone, mais là aussi, si on prend la chaîne de valeur dans sa globalité, on va s'apercevoir que la production propre, si je puis dire, permise par la digitalisation et la transformation de l'industrie, compense largement son impact carbone. Donc ces deux éléments me semblent importants pour préciser effectivement l'impact carbone, puisqu'on dit que c'est 2% aujourd'hui, c'est 15% en 2040 ou en 2030. Bon, en fait, la réalité, c'est notre propre usage avec nos smartphones, le fait d'en changer chaque année. Ça, c'est vraiment le très mauvais usage. Et c'est peut-être un remplacement d'une pollution par une autre. Oui, mais les gains seront probablement supérieurs à l'impact. Tout à fait. Ouais. Et l'impact, c'est surtout sur l'énergie. C'est la consommation d'énergie, les serveurs qu'on a un peu partout. Ça contribue de façon importante, évidemment, mais pas seulement, comme le disait Thierry, il y a aussi le mauvais usage, finalement, du matériel lié à la digitalisation. Alors, Jérôme Perrault, votre activité a par nature un fort impact environnemental, puisque vous utilisez des bois, et il faut vraiment un bois particulier. Effectivement, nos processus ne sont pas très polluants de manière générale. Le vrai impact qu'on a sur l'environnement, c'est l'utilisation des bois, qui sont des bois très spéciaux, qui sont des bois qu'on vient chercher en Afrique, puisqu'il n'y a que
dans quelques pays, en Tanzanie et au Mozambique, que les Dalbergia melanoxylon, si on veut citer le nom scientifique, mais un nom plus vulgairement utilisé, l'ébène du Mozambique, est utilisé pour faire nos instruments avant, principalement les clarinettes ou les hautbois. Et donc, depuis pratiquement 1850, donc c'est pas nouveau, c'est un bois très particulier qui a des caractéristiques recherchées en termes de densité, de résistance à des variations d'environnement comme la température ou l'hydrométrie, de manière à préserver, je dirais, la qualité de l'instrument, quelles que soient le plus possible les circonstances extérieures. Et donc, on est très vigilant à préserver cette source et à l'utiliser de manière la plus parcimonieuse possible pour justement, je dirais, pérenniser notre activité et assurer que dans 200 ans, les musiciens pourront toujours utiliser des instruments avant avec cette qualité. Avec cette qualité, oui. Et c'est pareil pour le cuivre, vous avez une démarche, vous avez besoin d'avoir une démarche environnementale sur le cuivre? Alors sur le cuivre, c'est un petit peu différent, ce sont des métaux que l'on achète auprès de l'industrie. Là, on a plutôt des problématiques, je dirais, de coût et aussi sanitaire, de la qualité de cuivre que l'on met. Est-ce qu'on met du nickel dedans? Est-ce qu'on crée des contacts avec la peau des musiciens? Bon, c'est plutôt ce type de considération-là qui rentre en ligne de compte quand on regarde ces éléments-là. Le principal étant quand même sur le bois. D'accord. Alors, je vous propose un petit film qui montre pas le processus de fabrication dans son entier, mais l'assemblage. Mais ça nous permet de comprendre ce qu'est Buffet Crampon. Alors, qui est le compositeur de cette musique? Je vous ne savez pas ce que j'étais en train de me dire, mais c'est vraiment superbe. Le morceau est très bien. Mais il montre aussi, surtout, parce que c'était le but du film, comment vous fabriquez, le process de fabrication, les matériaux, le bois, le cuivre. Mais ce qu'elle ne montre pas, ce film, c'est la fabrication du corps, parce qu'on le voit qu'ils le prennent, le corps, mais on n'a pas vu comment ils le font. Et or, la numérisation, quand elle est arrivée dans votre entreprise, a inversé le processus de fabrication. Expliquez-nous ça. Alors exactement. Donc, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que un des éléments importants, il y en a beaucoup, mais un des éléments importants sur un instrument, c'est qu'il soit juste. C'est-à-dire, quand on fait un do, il fait un do. Quand on fait un ré, il fait un ré. Ce qui n'est pas toujours le cas. Hein, non, je vous confirme. Et donc, historiquement, le processus de fabrication des clarinettes était un peu inversé de ce qu'on fait aujourd'hui, puisque on fabriquait d'abord les clés. Donc les clés qui sont les petites pièces de métal avec les tampons qui viennent boucher les trous quand il le faut, qui étaient d'abord faites, et ensuite on prenait le repère
grâce au système de clés qui était assemblé pour faire les trous qui étaient faits donc manuellement par la suite. Ça, c'était vraiment l'époque, il y a quelques années, quelques dizaines d'années, et l'automatisation est intervenue dans le processus, ce qui fait qu'on a pu inverser les choses et fabriquer ce qu'on appelle faire les opérations de pointage, c'est-à-dire réaliser les trous de notes et puis les éléments pour poser les boules qui viennent sur les clarinettes, avec ces machines à commande numérique qui ont donc travaillé sur du bois et qui permettaient d'avoir une précision je dirais millimétrique ou micrométrique pour avoir le positionnement des trous de notes et leur diamètre, de manière à ce que le corps qu'on a vu un peu sur la vidéo arrive exactement dans la bonne configuration, de telle manière qu'on n'ait pas après soit à retravailler pour corriger l'intonation ou éventuellement jeter le corps puisqu'il serait hors spécification sur les notes. Donc on a investi beaucoup. Alors moi c'était déjà avant que j'arrive, bien entendu, ça fait déjà quelques années que ce processus a été lancé, et ce qui permet de vraiment automatiser complètement le processus amont avec des machines à commande numérique de manière assez large, avec plusieurs étapes dans ces machines, et de délivrer aux équipes manuelles qui viennent faire, là on a vu le boulage, mais ensuite il y a le finissage, vraiment les opérations qui demandent des savoir-faire extrêmement précis et qui sont eux totalement manuels, et qui sont des savoir-faire qui se transmettent de génération en génération avec des formations extrêmement longues pour arriver au niveau de réglage qui est requis par nos instruments. C'est-à-dire que les maîtres luthiers, ils sont utilisés pour leur savoir-faire, leur valeur ajoutée dans notre technique. Exactement. Et pas sur des tâches répétitives. Absolument. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment dans des opérations plus de réglage, d'ajustement. Le finissage d'une clarinette, c'est pas juste prendre les pièces et les assembler, c'est prendre les pièces qui ont été préparées et les ajuster les unes avec les autres avec des alaisages, des différents petits outils qui sont utilisés sur l'établi du luthier pour faire cet ajustement exact avec les jeux qui sont définis de manière très précise. Donc ça permet de concentrer l'intégralité du savoir-faire sur une base de composants qui sont déjà, eux, parfaitement, je dirais, mis au point et réglés, dimensionnés grâce à la digitalisation des étapes amont. Sans rebut, c'est-à-dire qu'on jette moins? Alors on jette toujours un peu du bois, parce que malheureusement le bois qu'on achète, quand on achète un carrelet, on ne sait pas exactement ce qu'il y a à l'intérieur. Parfois il y a des trous de verre qui créent des défauts. Vous achetez des plots, on achète des carrelets. Ouais. Donc des carrelets, donc c'est des parallépipèdes de bois qu'on vient dégrossir dans un premier temps, percer, puis on vient faire les trous de notes. Donc on vient travailler le bois avec l'ensemble de ces machines, mais au fur et à mesure qu'on enlève du bois, on peut tomber sur des défauts qui sont propres au bois et qui ne sont pas donc du coup pas utilisables. Donc on peut réutiliser pour certains niveaux de clarinette et bifurquer sur la ligne pour éviter de jeter trop de bois, mais il reste quand même certains corps qui restent non utilisables. Et donc là, on a mis au point un procédé qu'on appelle le Green Line dans les années fin des années 90, début des années 2000, qui permet la réutilisation de ces corps que l'on met en poudre, que l'on vient ensuite agglomérer avec une résine, et on réutilise donc cet aggloméré qu'on appelle Green Line pour refaire des clarinettes derrière et ainsi réutiliser les chutes de bois. Et des clarinettes de même niveau, ou c'est plus pour les études? Non, c'est des clarinettes de même niveau, voire parfois supérieures, des caractéristiques un peu différentes. Il y a des grands solistes internationaux qui jouent du Green Line parce que ça donne une résistance un petit peu différente. Donc il y a des férus de Green Line, d'autres qui restent au bois. C'est deux options qui sont tout à fait équivalentes. D'accord. Et alors, ça permet aussi, vous l'avez expliqué, de réduire les étapes de fabrication. Vous avez largement réduit les étapes de fabrication. On a beaucoup réduit grâce à l'automatisation des étapes de fabrication, aussi pour la fabrication des clés notamment, où auparavant il y avait beaucoup d'étapes faites à la main, avec des composants qui n'étaient pas toujours ajustés. Là, le fait de pouvoir automatiser nous a permis de limiter le nombre d'étapes.
Et ça, le gain économique là-dessus, vous l'avez calculé? Ou le gain en termes de matière? Il est très sensible en termes de alors, ça s'est fait sur plusieurs années, donc c'est difficile de donner un chiffre, mais on a dû auparavant, pour fabriquer le même nombre de clarinettes, on devait être 2 à 3 fois plus de personnes qu'aujourd'hui. D'accord, ok. Et vous n'avez pas digitalisé que la production, c'est aussi l'ERP qui est au niveau mondial. Hein, vous avez choisi une ERP mondiale. Pourquoi? On a choisi une ERP parce qu'effectivement, on a des centres de fabrication qui sont organisés par famille de produits et l'ensemble des marchés consomment l'ensemble des familles. Donc il fallait bien pouvoir, je dirais, gérer d'un côté la demande exprimée par les marchés et puis de l'autre côté la production qui est organisée par usine. Et donc là, notre ERP nous permet, à travers des processus SNOP classiques, de bien faire sur l'ensemble du catalogue ces travaux de manière systématique et de concilier à chaque fois la somme des demandes avec les capacités de fabrication. Et donc c'est un ERP qui est le même dans tous les sites et dans tous les marchés, qui nous permet cet échange permanent entre d'un côté les marchés, de l'autre côté les usines. Donc ça vous permet de vous ajuster en permanence à la demande du marché, mais ça n'a pas d'impact sur l'environnement. En termes d'impact carbone, ça a un impact dans le sens où on évite de fabriquer des mauvais instruments. Donc on produit juste, c'est-à-dire qu'on fabrique ce qui est nécessaire et non pas ce qu'on pense être nécessaire, enfin le plus possible, parce qu'évidemment tout n'est pas parfait. Il y a une part d'erreur toujours. Ça arrive, mais on essaye d'ajuster en permanence, donc au plus juste, une fabrication en fonction des besoins. Et je pense que ça évite d'avoir des obsolètes, des produits qui sont fabriqués trop tôt, après avoir des ruptures dans les chaînes d'approvisionnement qui créent du stress, de la tension. Et quand on crée du stress, de la tension, alors c'est pas forcément directement lié à l'environnement, mais au niveau social, ça crée quand même des difficultés, des erreurs, et ça désorganise. Ça désorganise, et puis ça fait pas forcément des clarinettes d'excellence. Exactement. Bon. Patrick Tiberi, dans la métallurgie, il y a la même démarche qui s'est mise en place un peu, avec on arrive par la digitalisation à réduire l'impact carbone. Oui, de façon évidente, en produisant mieux, en digitalisant l'ensemble de la chaîne de valeur, on peut gagner de la performance. Alors de la performance industrielle, c'est moins de déchets, c'est moins de consommation d'énergie, c'est la collaboration à travers des outils numériques, c'est moins de perte de temps, moins de défauts de production. Donc effectivement, en digitalisant les entreprises de l'industrie mécanique, on parvient à des gains de productivité. Alors tout dépend d'où on part, je dirais. Si la digitalisation a commencé ou bien si on part vraiment de très bas. Mais on peut rapidement parvenir à des taux de productivité de plus de 30%, simplement en digitalisant, en utilisant les bons outils. Rien qu'en FAO, donc dans la métallurgie, en production de pièces métal, le simple fait d'avoir des outils numériques pour calculer les trajectoires des outils dans la matière peut faire gagner énormément de temps, tout simplement parce qu'on va calculer des trajectoires optimisées, on va moins user les outils, on va consommer moins d'énergie, on va produire plus rapidement. D'accord. Et la simulation aussi permet de réduire les rebuts. Évidemment. Donc, déjà avec la simulation, vous évitez les erreurs, c'est la première chose. Vous savez exactement ce qui va se passer dans votre atelier, sur une machine donnée. Vous allez pouvoir calculer précisément le temps de production et donc optimiser les cadences, évidemment. Et puis, la digitalisation, la simulation, c'est essentiellement un gain de qualité. Très bien. Mais c'est aussi une qualité constante, parce que on usine toujours de la même façon, en fait. Alors en fait, on n'usine pas toujours de la même façon. Les choses évoluent beaucoup dans les méthodes, les outils en particulier. Aujourd'hui, les producteurs d'outils pour l'usinage en acier sont très innovants et développent à la fois des nouveaux outils et des nouvelles façons d'usiner. Il faut en permanence intégrer ces savoir-faire qui proviennent des carburiers, des fabricants d'outils, dans les outils logiciels de façon à les retranscrire sur les machines. Les fabricants de machines sont aussi très innovants, évidemment. Et donc les outils numériques doivent
permettre d'optimiser et d'utiliser les matériels, à la fois les machines et les outils, au mieux. Est-ce que la digitalisation n'a pas changé le mode d'organisation du process de décision dans les usines? Je pense au rapprochement au bureau d'études et bureau des méthodes. Ah, alors là, vous parlez d'un vrai problème. Pendant très longtemps, bureau d'études et bureau des méthodes, on peut considérer qu'on avait un mur de verre entre les différents services et donc on faisait la conception de la pièce et puis ensuite on industrialisait cette pièce. Et les échanges entre les deux départements étaient malheureusement souvent insuffisants. Aujourd'hui, pour produire mieux, il faut que bureau d'études et bureau des méthodes soient intimement liés. Et on est d'autant plus efficace que l'outil qui permet finalement de faire à la fois la conception et la fabrication est le même outil, ou du moins est très fortement lié. D'où l'intérêt des solutions intégrées qui permettent à la fois de transporter l'information depuis le bureau d'études jusqu'au bureau des méthodes et aller-retour, avec une meilleure collaboration entre les équipes. Et je dirais ça ne suffit pas, il faut aussi intégrer l'atelier dans ce process industriel. Thierry Cavaillé, vous constatez la même chose? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que le digital, les solutions digitales, toutes seules, ne réduisent pas l'empreinte carbone d'une entreprise. Les solutions digitales permettent un bon usage, dans leur bon usage, d'avoir un impact significatif sur la réduction carbone. Comme vient d'expliquer Patrick, c'est vraiment un sujet qui est un sujet absolument déterminant. Et la numérisation des entreprises, des organisations, en fait, le passage d'une industrie traditionnelle à une industrie 4.0 va permettre de passer d'une économie linéaire à une économie circulaire. Alors la différence entre les deux économies, et c'est là où il y a un véritable impact sur l'environnement, eh bien l'économie linéaire, en gros, c'est une économie où on conçoit, on fabrique, on vend et on jette. Là où l'économie circulaire est une économie où on conçoit, on fabrique, on vend et on réutilise. On recycle. Et le fait de recycler va donner au produit une durabilité qui, là, va avoir un impact extrêmement fort sur l'empreinte carbone. Je l'évoquais tout à l'heure avec l'exemple d'Expertphone et la pollution numérique. La pollution numérique, ce n'est pas les logiciels dont on parle, ce n'est pas l'équipement des entreprises, c'est l'usage individuel, c'est le fait de changer de smartphone chaque année parce qu'on nous demande, voilà, on crée un besoin. Et donc, en ça, effectivement, la digitalisation des entreprises permet, d'une part, ce passage vers une économie circulaire, et puis également va permettre à une entreprise de relocaliser sa chaîne de valeur et d'avoir, ce qui est vraiment une tendance lourde actuellement, on le constate auprès des PMI et des ETI, de développer un écosystème local de fournisseurs dont ils vont pouvoir tracer l'empreinte carbone des produits, et tout ça, évidemment, est très bénéfique. Donc on voit que pour apprécier l'empreinte environnementale de toute cette chaîne digitale, il faut élargir, il faut prendre un peu de recul et voir la totalité des conséquences et la totalité de la chaîne de valeur. Ça, non, on ne va pas le recycler tout de suite. Vous pourrez le réutiliser l'année prochaine. C'est un très bon exemple d'économie circulaire. Tout à fait. Mais vous allez plus loin là-dessus, parce que vous considérez que ça a un impact sur le RSE. Oui, la responsabilité sociale et environnementale. En fait, dans la table ronde précédente, il y a eu une petite digression sur les investissements entre les investissements verts et les investissements digitaux. Pourquoi est-ce que les entreprises sollicitaient plus des aides pour transformer la transformation digitale que pour la transformation environnementale? De mon point de vue, il n'y a pas d'opposition et en fait, l'une peut précéder l'autre. Si on veut piloter la transformation environnementale, il est bien évidemment nécessaire d'avoir un cadre global. Et ce cadre global, il est posé par la responsabilité sociétale des entreprises. C'est-à-dire qu'une prise de conscience globale va permettre à une organisation de se transformer, de réduire son impact carbone. Et cette transformation nécessite d'avoir une plateforme technologique qui permet de piloter, de contrôler, de gérer et surtout de tracer. Lorsqu'on parle d'économie circulaire, ça suppose bien évidemment d'avoir une donnée qui va vivre depuis sa conception, sa création, jusqu'à son exploitation, jusqu'à sa deuxième vie, et d'avoir une capacité à garantir la qualité, à pouvoir assurer que tout au long de cette vie et de ces nombreuses vies, eh bien, on aura la qualité de produit, la qualité de service nécessaire à cette durabilité. Et ça,
seules des solutions digitales, seul le monde digital le permet. C'est la raison pour laquelle je pense qu'il ne faut pas opposer les deux, et que c'est en fait une stratégie globale d'entreprise qui sensibilise les collaborateurs sur le sujet dont on parlait sur les smartphones, mais sur le fait que, comme le disait Jérôme, produire intelligemment, c'est à tous les niveaux avoir conscience de ce que l'on fait et pouvoir le faire dans les meilleures conditions. Et c'est ça la stratégie RSE d'une entreprise. Jérôme Perrault, vous êtes d'accord avec cette analyse? Vous la partagez? Tout à fait. Développez un peu, parce que sinon l'animateur, il va être mal. Non, mais je pense qu'effectivement, la digitalisation et le développement environnemental, enfin l'empreinte carbone et de manière plus large les dimensions RSE sont tout à fait liées, puisque la digitalisation, c'est un outil de rapprochement, de gain, d'efficacité, de productivité, et ce qui permet de mettre en place toutes les stratégies que l'on souhaite mettre en place dans le cadre du RSE. Par contre, quand même, la digitalisation, ça peut créer des inquiétudes au niveau de l'emploi. Enfin, dans mon métier, quand j'ai commencé, pour aller atteindre le public, il fallait 8 à 9 personnes. Entre le moment où vous allez chercher l'information jusqu'au moment où vous le montriez au public, non, il n'y a plus qu'une personne. Donc, cette inquiétude, elle est réelle. Comment on la gère? Et est-ce que les salariés de Buffet Crampon partagent cette inquiétude ou pas? Alors les salariés sur la partie process, fabrication, je pense que tous les salariés comprennent bien l'avantage et les bénéfices que peut apporter la digitalisation au niveau de l'atelier. Et puis, comme le disait Thierry, on utilise le smartphone à la maison, on ne comprendrait pas qu'on soit encore avec des ficelles et des bouts de scotch dans les ateliers. Donc le fait que ça soit utilisé de manière progressivement massive sur un certain nombre de points, c'est quelque chose qui est tout à fait bien vécu et au contraire positivement apprécié. Après, nous, dans la musique, évidemment, il y a aussi cette question, et en particulier en ce moment, toutes les salles de concert sont fermées. Donc nous, grâce au digital, on a pu maintenir des contacts extrêmement fréquents, réguliers avec tous nos musiciens qui ont fait des concerts depuis chez eux, dont on a organisé la diffusion de manière large dans la communauté de nos artistes. On a développé beaucoup de choses digitales dans l'interaction avec nos musiciens et avec nos clients, du fait justement de cet éloignement. Donc je pense qu'il y a effectivement des choses qui s'arrêtent, mais il y en a d'autres qui prennent le pas, et la digitalisation, je dirais, fait transformer les métiers, les comportements, les habitudes, mais n'a pas forcément un impact négatif sur les emplois. Il peut avoir même un impact positif. Ok. Avec une transformation des métiers, c'est de nouveaux métiers qui apparaissent, mais pour ça, il faut qu'il y ait plus de formation pour accompagner ce mouvement. Patrice Thébiret. Absolument, c'est fondamental, les outils numériques de l'entreprise. Alors évidemment, un smartphone, aujourd'hui, on n'a pas besoin de formation pour utiliser un smartphone, parce que finalement, les outils numériques se mettent au service des personnes. Dans l'industrie, c'est un peu plus compliqué. On a des outils finalement numériques qui viennent assister les utilisateurs, qui viennent les mettre en réseau et qui leur permettent de collaborer. Il faut les accompagner évidemment dans cette transformation, c'est fondamental. Et pour ça, apporter de la formation en plus de ces produits, c'est fondamental. D'accord. Et comment vous organisez? Alors nous, on est centre de formation pour nos produits, évidemment. Ouais. Et donc, on a une présence locale. Solid, c'est présent dans l'Hexagone, dans 5 centres, Ivry, Toulouse, Nancy, Nantes, Lyon. Et dans chaque agence, on vient former nos clients. Alors, en ce moment, c'est un peu compliqué, évidemment, mais on fait du FOAD, donc de la formation à distance. Vous faites du distanciel comme ici aujourd'hui? Et honnêtement, en quelques semaines l'an dernier, on a pu transformer cette façon de former les gens. Et cette façon de former les gens a bien fonctionné finalement. Tout le monde était, un peu par obligation, mais tout le monde a été... on nous a permis de continuer à progresser dans cette formation et d'accompagner avec un niveau de qualité suffisant pour que, in fine, les personnes utilisent correctement les produits. Et puis la formation continue, évidemment, très important, puisque former un instant T, c'est bien, mais toutes ces technologies évoluent très rapidement. Et donc, il faut aussi accompagner l'usage dans le temps. Thierry, la même chose chez vous, je suppose. Oui,
Alors, nous en termes de formation, on forme effectivement à l'usage des outils. Mais pour revenir à votre question initiale, qui est l'impact de la digitalisation des industries, et donc de cette transformation en industrie 4.0, quel est l'impact auprès des emplois? C'est vrai qu'il y a un emploi, il y a un impact direct et avec en fait, des réductions d'emplois. Mais comme le disait Jérôme, c'est des réductions dans un contexte où, d'une part, on relocalise les industries. Donc en fait, on recrée des emplois, c'est déjà le premier élément. C'est récent quand même. Mais soyons positifs et optimistes, on va y arriver. Ouais, mais je suis un journaliste, il faut toujours que je vois le verre à moitié vide. Effectivement, mais nous, on voit le verre à moitié plein parce qu'on y croit. Donc ça, c'est le premier élément. Et puis le deuxième élément, c'est qu'effectivement, et c'est peut-être là où est l'enjeu, c'est la transformation des emplois, des compétences. On va passer d'emplois qui sont des emplois répétitifs et découpés à des emplois qui vont peut-être avoir plus de sens. Alors là aussi, il y a évidemment une nécessaire adaptation à l'usage. Il est clair que les jeunes générations auront certaines facilités d'adaptation, pas que, mais c'est quand même une réalité. Et la vision qu'on a, c'est que la facilité d'usage, qui est quand même aussi une dominante, puisque quand on regarde aujourd'hui des solutions telles que la réalité augmentée, va permettre à des personnes d'amener beaucoup plus de valeur dans leurs opérations, même si à la base, elles ne sont pas préparées, et donc de pouvoir retrouver une employabilité ou une nouvelle employabilité, et ça, c'est quand même extrêmement positif. Donc oui, il y a un impact, mais on a les moyens de compenser cet impact et d'en faire quelque chose de positif. Eh bien, très bien, on va finir sur cette note positive. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Cavaillé, Monsieur Perrault et Monsieur Tibéri. À une prochaine fois. Merci à vous. Merci pour votre invitation. Restez 2 secondes le temps que le jingle parte. Nous sommes désormais libres.
Rebonjour. En préparant cette deuxième édition de Manufacturing Digital Innovation, nous avons été amenés à découvrir une étude que l'INSA et le Shift Project ont décidé de mener conjointement. Étude qui visait à initier un vaste chantier d'intégration des problématiques climat-énergie sur l'ensemble des parcours de formation de l'INSA. Le projet, qui a démarré au début 2020, doit permettre une évolution des maquettes pédagogiques en vue de la rentrée scolaire 2022. Il était donc intéressant de les associer à notre plateau, composé essentiellement d'industriels et d'apporteurs de solutions, afin de se projeter vers l'avenir. Car dans l'industrie comme ailleurs, le changement des mentalités et des pratiques passera assurément par les jeunes générations d'ingénieurs qui vont rentrer sur le marché du travail dans les mois et les années qui viennent. Claude Marange, bonjour. Bonjour. Vous m'entendez bien? Oui, parfait. Vous êtes coordinateur pour le groupe INSA du projet ClimatSup INSA, co-auteur de l'étude menée avec le Shift Project. Nos auditeurs qui gravitent dans l'univers industriel connaissent forcément cette grande école d'ingénieurs qu'est l'INSA, mais on ne s'attend pas forcément à ce que vous meniez ce type d'études. Présentez-vous en quelques mots et présentez-nous The Shift Project, avec qui vous avez mené ce projet. Alors, merci beaucoup d'abord de l'invitation. Donc, je m'appelle Claude Marin, comme vous m'avez dit, je suis professeur à l'INSA de Toulouse. Et effectivement, nous avons décidé de lancer une grande réforme de nos maquettes pédagogiques dans le cadre du groupe INSA pour intégrer davantage les enjeux climat-énergie. Pour rappel, le groupe INSA, c'est 14 écoles d'ingénieurs aujourd'hui en France et à l'étranger, réparties sur l'ensemble du territoire. La spécificité des INSA, c'est qu'il y en a partout, sauf à Paris. Donc, on est vraiment des provinciaux et c'était la volonté au départ de la création des INSA de mettre des écoles d'ingénieurs en province. Et donc, on est toujours sur cette fibre-là d'arroser les territoires et d'être plus près des besoins des territoires. Et donc, on a en 2019 commencé à réfléchir à comment intégrer ces enjeux climat-énergie dans nos formations, parce que on voyait bien que la transition, les enjeux du réchauffement climatique et la transition énergétique étaient vraiment des enjeux importants du XXIe siècle et qu'il fallait que nos ingénieurs soient beaucoup plus outillés qu'ils ne le sont aujourd'hui par rapport à ça. Et ensuite, on en discutera peut-être par ailleurs, il y avait une forte aussi pression et demande de nos étudiants pour ces enjeux-là. Et donc, on a commencé, nous, au groupe INSA, à réfléchir à ça. Et c'est à ce moment-là où le Shift Project, qui est un think tank créé par Jean-Marc Jancovici, a sorti un rapport sur l'enseignement supérieur et sur l'intégration de ces enjeux climat-énergie dans l'enseignement supérieur, un rapport de 2019 qui montrait que finalement, il y avait assez peu de choses de fait dans l'enseignement supérieur. Et donc, comme nous, on était en pleine réflexion là-dessus, on s'est dit peut-être qu'on pourrait travailler avec eux et qu'on pourrait servir de travaux pratiques de leur étude dans le cadre des écoles d'ingénieurs pour développer ça. C'était aussi intéressant pour nous d'avoir un regard extérieur de gens qui réfléchissent sur comment décarboner l'énergie, sur les besoins et sur les compétences à venir. Donc on les a contactés et ensuite ils ont été d'accord pour travailler avec nous. Et donc depuis la rentrée 2020, on travaille en partenariat, le groupe INSA et le Shift, pour réfléchir à quelles sont les compétences qu'un ingénieur devra avoir dans les prochaines années sur ces aspects-là, qu'elles soient techniques ou qu'elles soient non techniques. Alors, pour nos spectateurs, rappelez-nous peut-être les différentes phases du projet. Je crois qu'il y a une pré-étude qui a été publiée déjà. Alors, on a démarré en fait l'été dernier, où on a demandé à un certain nombre d'étudiants chez nous de faire une première cartographie de aujourd'hui qu'est-ce qui se fait dans nos formations en termes d'enjeux climat-énergie, et où on s'est aperçu que finalement il y a des choses mais qui arrivent en fin de parcours dans les années 4 et 5 sur des profils particuliers, mais que tous les ingénieurs ne sont pas concernés par ça. Et donc ça, c'est un des premiers points qui nous paraissait embêtant, c'est qu'on ne forme pas tous nos ingénieurs à ça. Donc ça, c'est une première cartographie. Ensuite, effectivement, sur le second semestre de 2020, on a travaillé avec le Shift sur la mise en place d'une première version des quelles sont les compétences génériques que tout ingénieur doit avoir dans ce domaine-là, qu'il soit en bio, qu'il soit en mécanique, qu'il soit en génie civil. Donc on a sorti ce premier rapport le 9 février de mémoire, qui est une version V1.
Et aujourd'hui, cette version V1, elle est sur la place publique. L'idée, c'est que nos équipes pédagogiques s'en emparent, la triturent, la complètent, l'amendent, la fassent évoluer. On partage aussi pas mal de choses avec les autres écoles, parce que l'idée, c'est quand même que ce soit un projet aussi qui soit ouvert aux autres écoles d'ingénieurs. Donc, on échange avec les mines, on échange avec les ponts, etc., pour faire évoluer ce référentiel-là et pour qu'on arrive à un référentiel le plus partagé possible et le plus approprié possible par les équipes pédagogiques, de manière à ce que, à partir de la rentrée prochaine, on puisse le décliner cette fois-ci en contenu pédagogique, en méthode pédagogique, en TP, en projet, etc., pour l'implémenter dans nos écoles à la rentrée 2022. Et en parallèle, à partir de la rentrée prochaine, de septembre 2021, on va réfléchir aux spécialités et donc compléter ce référentiel commun de compétences par des compétences spécifiques, qui pour le génie civil, qui pour la mécanique, qui pour l'informatique, etc. Donc c'est une petite révolution qui se prépare là, en fait, au niveau des formations des parcours d'ingénieurs. Alors, le mot révolution est peut-être fort, mais effectivement, c'est une révolution dans le sens où on veut l'appliquer sur l'ensemble des ingénieurs et sur l'ensemble des 5 ans. C'est-à-dire qu'on veut démarrer dès le post-bac et pas attendre qu'il soit en dernière ou en avant-dernière année. Donc, effectivement, si le mot révolution est pertinent, c'est sur cet aspect-là de progressivité sur les 5 ans du cursus et sur des compétences pour l'ensemble des ingénieurs, quelle que soit la spécialité, parce qu'on considère qu'un ingénieur aujourd'hui, il doit connaître les enjeux de demain en termes de biodiversité, en termes de recyclage, d'éco-conception, etc. Et que c'est pas la panacée de quelques spécialistes, mais que c'est l'ensemble des ingénieurs qui doivent maîtriser ça dans l'ensemble du domaine. Alors, vous me disiez, lorsqu'on a préparé cet entretien, que les étudiants venaient naturellement à se poser ce type de questions. Qu'en est-il au niveau des enseignants maintenant? Parce que là, ce n'est pas forcément le même constat et la même réaction. Alors, côté enseignant, si c'est la même réaction, c'est-à-dire il n'y a aucun enseignant qui a dit c'est n'importe quoi, il ne faut pas intégrer ces enjeux climat-énergie dans la formation. Là, sur le fond, il n'y a pas de débat par rapport à ça. Après, c'est toujours la difficulté de comment on met en place ça dans des cursus qui sont déjà très chargés. Donc, si on rajoute des cours, c'est à la place de 2. Donc, après, c'est le débat, mais est-ce qu'il faut enlever des maths? Est-ce qu'il faut enlever de la physique pour mettre en place un bilan carbone? Bon, donc là, le travail, il est surtout d'arriver à faire travailler nos équipes pédagogiques sur comment intégrer ces enjeux-là dans les cours actuels et de créer à côté quelques cours. Après, moi, je pense qu'on a de vrais enjeux aussi sur la pédagogie parce que tous ces enjeux climat-énergie sont pluridisciplinaires. Donc, il faut arriver aussi à désiloter nos formations, à faire travailler beaucoup plus ensemble les formations entre elles pour mettre en place des projets où les étudiants vont pouvoir développer ces compétences-là. Donc, l'enjeu, il est plutôt là. Il est plutôt de dire, aujourd'hui, quand on fait un cours de maths ou de physique, les exemples que l'on prend, il faut, et la contextualisation que l'on va prendre, il faut qu'elle soit beaucoup plus axée sur ces enjeux climat-énergie qu'aujourd'hui et qu'on change un peu nos méthodes d'application, on va dire. Et après, effectivement, il y aura quand même des cours à ajouter sur l'éco-conception, sur les low-tech, qui sont peut-être aujourd'hui pas assez présents chez nous. Et là, par contre, effectivement, sur les low-tech, il peut y avoir des débats dans nos équipes pédagogiques entre est-ce que c'est du high-tech ou du low-tech, est-ce que la solution est-ce qu'il faut les deux, quel est l'équilibre entre les deux, etc. Mais après, c'est des enjeux et c'est des discussions pédagogiques qui sont plutôt riches et qui permettent d'avancer dans la bonne direction. Donc, mais il n'y a pas d'opposition majeure de la part des équipes. Et donc, vous évoquiez tout à l'heure une éventuelle collaboration, enfin une collaboration à venir avec d'autres écoles d'ingénieurs sur ces cours, sur ces évolutions pédagogiques nécessaires. Oui, l'idée, c'est les compétences que vont devoir avoir les ingénieurs pour faire face à ces enjeux. Que les ingénieurs ils sortent de l'INSA, des mines, de Centrale ou d'ailleurs, les compétences elles seront très différentes. Donc sur le référentiel, on va et on partage. Je pense que c'est bien et que c'est de cette diversité-là, et que c'est de ces échanges que crée la richesse. Après, comment chaque école va déployer ça dans ses enseignements, ça sera chacun le fera en fonction de sa culture, en fonction du centre de gravité qu'il veut viser. Mais sur la partie plus réflexion sur les compétences, ça c'est très ouvert. On discute aussi, ce qu'on voit, c'est qu'il va falloir aussi former nos équipes à ces enjeux-là. Il y a quand même pas mal d'enseignants qui
se sentent pas forcément aujourd'hui légitimes par rapport à ces enjeux-là. Donc il va falloir les accompagner, les former. Et là aussi, peut-être que la formation, au lieu de faire ça chacun dans son coin, on peut peut-être aussi partager un certain nombre de choses. Parce que je pense que toutes les écoles ont bien conscience que c'est un enjeu global pour l'ensemble des écoles d'ingénieurs et que c'est pas un problématique INSA, INP ou autre, quoi. Vous enseignez déjà depuis quelques années, on va dire, et vous avez donc vu évoluer les étudiants par rapport à ces questions-là. Est-ce que vous sentez la jeunesse aujourd'hui pousser dans ce sens-là pour le développement durable? Ah oui, c'est aussi ça. Ça a été un des points aussi de départ de notre réflexion, c'est-à-dire qu'on voyait qu'il y avait un peu une fracture qui se creusait entre nos ingénieurs, entre nos étudiants et ce qu'on enseignait, quoi. Il y avait un certain nombre de gens qui se retrouvaient pas dans nos façons d'enseigner, dans les contenus. Je sais pas si vous avez vu, il y a quelques années, là sur YouTube, il y avait un diplômé de Centrale qui avait fait un discours à leur diplôme un peu sur cette thématique-là. Et c'est vrai que nos étudiants sont très demandeurs de ça et parfois ils se retrouvaient pas forcément dans les contenus quand on faisait des enseignements du numérique où on parlait pas du bilan énergétique sur le numérique. Pour certains étudiants, ils comprenaient pas pourquoi. Et ce qui est normal, évidemment, on peut pas aujourd'hui aborder le numérique sans parler aussi de l'impact environnemental de tout ça, etc. Donc oui, ils nous ont beaucoup poussé à la réflexion. On les a beaucoup impliqués dans l'action parce que ils ont beaucoup d'attentes et ils ont beaucoup aussi de vision par rapport à ça. Je pense que c'est aussi un enjeu de ce que je disais tout à l'heure de la pédagogie. Sur ces enjeux climat-énergie, je crois qu'on aura aussi intérêt à les impliquer beaucoup dans la pédagogie parce qu'il y a un certain nombre d'étudiants qui en connaissent autant que nous sur ces enjeux-là. Et donc, ça sera sûrement pas le bon moyen de faire du top-down en termes de pédagogie pour ces enjeux-là, mais plutôt de travailler de pair à pair, etc. Donc je pense que impliquer les étudiants, c'est c'est très important, quoi. Et que eux vont nous aider aussi à aller plus vite. On l'espère. Claude Marange, je vous remercie. Oui, je crois. Je vous remercie du temps que vous avez consacré à Manufacturing Digital Innovation. Je rappelle à nos auditeurs que l'étape préliminaire de votre rapport, en attendant sa version finale, est consultable sur le site theshiftproject.org, former les ingénieurs à la transition. Merci Claude Marange. À bientôt. Merci beaucoup à vous. Au revoir. Au revoir. Bien, on arrive pratiquement au terme de ce Manufacturing Digital Innovation, mais dernière étape, je vais céder la parole à François-Xavier Hermelin qui va interviewer M. Frédéric Sanchez, président de FIV et président de l'Alliance Industrie du Futur. Bonjour Frédéric Sanchez, merci d'avoir accepté de conclure le Manufacturing Digital Innovation spécial développement durable. Alors vous êtes le président de l'Alliance Industrie du Futur, comme on l'avait mis sur le carton, PDG de FIVE, mais pas que, parce que de FIVE, pardon. C'est parce que tout à l'heure on m'a repris sur Nine et puis FIVE, c'est le nom d'un quartier de Lille où est née cette entreprise en 1812. Vous vous rendez compte, il y a plus de 200 ans. Voilà, c'est le quartier qui existe toujours, FIVE, très proche du centre-ville maintenant. Et vous êtes aussi président de MEDEF International et président d'une toute nouvelle filière industrielle qui s'appelle Solutions Industrie du Futur. Alors on va parler de tout ça, mais déjà l'Alliance Industrie du Futur, vous l'avez portée sur les fonds baptismaux avec Bernard Charlès, qui est PDG d'Esso Systèmes.
Quel était votre objectif à l'origine ? À l'origine, c'était faire prendre conscience aux décideurs politiques, mais pas simplement, et aussi au territoire de nos entreprises, leur faire prendre conscience que une nouvelle révolution arrivait, industrielle, et que cette révolution, elle allait bouleverser et nos modes de production et nos façons de travailler, et que, en même temps, elle permettrait probablement de redistribuer les cartes dans le monde de l'industrie mondiale, et que nous avions, nous, grâce au talent de nos ingénieurs, une carte à jouer dans cette redistribution, nous, France, et nous, entreprises françaises, mais que pour ça, il fallait embarquer. Et embarquer, ça voulait dire faire prendre conscience, mettre en œuvre des outils de soutien, de financement, faire émerger ces solutions de demain. Je pense à je pense à l'impression 3D métal, aux nouveaux matériaux, à la digitalisation, faire prendre conscience en fait que grâce aux atouts dont dispose notre pays, nous avions réellement une carte à jouer. Alors, au départ, ça s'est fait entre grands groupes, et puis ensuite, progressivement, on est devenu le 34e plan de la nouvelle France industrielle de Montebourg sous Hollande, et puis ensuite, Macron, qui a succédé à Montebourg, a lui donné une dimension beaucoup plus structurée et avec un programme de travail, étape par étape, qui associait toutes les grandes organisations professionnelles, mais aussi les organisations académiques, mais aussi les organisations technologiques à cette aventure, mais aussi les partenaires sociaux. Et c'est ce qui a donné lieu donc à la naissance de l'industrie du futur, l'Alliance pour l'industrie du futur, qui se transforme donc et dont l'aboutissement est la création de cette nouvelle filière. On en parlera un peu plus tard, voilà. On parlera de la nouvelle filière tout à l'heure, mais pour vous, la transition écologique et plus largement la responsabilité sociale et environnementale de l'industrie est consubstantielle à la digitalisation de l'industrie. Et avec un clin d'œil à nos amis outre-rhénans, vous l'appelez ça l'industrie 5.0. Alors, pourquoi ? Alors, d'abord parce que nos amis outre-rhénans, je crois que c'est à Bosch que, quand revient le mérite, ils ont parlé d'industrie 4.0. Nous, on a parlé d'industrie de futur. Au départ, c'était même d'usine du futur. L'usine du futur, et on aimait bien cet oxymore. Bon, aujourd'hui, l'industrie du futur, c'est plus moderne, et l'industrie du futur, c'est pour nous l'industrie 5.0. Pourquoi ? Parce que cette industrie, elle ne doit pas être simplement plus performante, plus efficace, mais elle doit aussi associer les salariés à ces transformations. Elle doit donc se transformer, cette industrie, pour devenir plus moderne, plus efficace, grâce à des outils comme la digitalisation, mais aussi de nouveaux procédés, de nouveaux matériaux, etc., etc. Mais elle doit aussi associer les salariés parce que leurs métiers peuvent changer. La digitalisation permet par exemple de rendre le travail plus agile. On l'a vu avec le Covid malheureusement et les conséquences que ça a eu en termes de télétravail. Mais sans des outils digitaux, on n'aurait pas pu télétravailler. On a pu télétravailler, c'est-à-dire que nombre d'entreprises ont pu continuer d'exercer leur métier, notamment dans l'industrie, grâce au télétravail. Mais le digital, ça permet aussi de transformer les métiers, de les rendre moins pénibles, parce qu'on va venir, grâce à la cobotique, assister l'opérateur qui va avoir à faire moins d'efforts physiques et qui, en revanche, va porter son attention sur d'autres types de compétences, notamment celle de savoir traiter, exploiter des données pour ajuster l'outil de production et le rendre plus performant et plus économe, notamment en utilisation de ressources et de matières premières et puis d'énergie. Donc, pour nous, l'industrie 5.0, c'est l'industrie 4.0, c'est l'industrie de demain, une industrie plus moderne, plus digitalisée, plus agile, mais c'est aussi une industrie qui associe ses salariés. Or, à l'époque, mais l'Allemagne s'est progressivement adaptée, même si elle a conservé sa marque Industrie 4.0, l'Allemagne insistait, qui elle était confrontée à un problème démographique, un peu comme le Japon, voyait l'automatisation comme au fond, la capacité qu'un robot a à se substituer totalement à la main-d'œuvre. Et nous, notre enjeu, il n'est pas là. Il est d'accompagner, de modifier le métier, mais en même temps d'associer les machines intelligentes au travail humain. C'est pas de supprimer du travail. Alors, il y a de nouvelles technologies, malgré tout, parce qu'il ne faut pas non plus être d'une naïveté totale. Il y a de nouvelles solutions. Je pense par exemple à l'industrie automobile électrique. L'électrification
qui passe par la batterie, la batterie se substitue au moteur thermique et on voit bien que ça aura des effets en termes d'emploi. Donc il va falloir aussi accompagner ces transformations. Et puisque, vous le savez, toutes choses égales par ailleurs, il faut à peu près un peu plus de la moitié des salariés pour réaliser la même quantité de moteurs thermiques versus moteurs électriques. Donc là, il va y avoir des transformations qu'il va falloir accompagner, d'où l'importance aussi de travailler sur des formations qui, tout au long de la vie, permettent d'adapter les métiers et d'accompagner ces transformations industrielles. Voilà. Mais 5.0, c'est parce que l'homme est au cœur de cette révolution. C'est pas que l'environnement, c'est pas que l'impact environnemental, c'est aussi l'homme. Alors, par contre, du côté environnement, la digitalisation aussi, ça produit, parce que ça a besoin d'énergie, ça produit un certain impact environnemental pas toujours positif. Oui, oui, bien sûr. Et là, on rentre par exemple dans le débat de la 5G. Mais deux remarques. Il est évident que l'industrie du futur, et nous travaillons tous les industriels autant que nous sommes, même ceux qui développent, grâce à l'industrie du futur, les produits du futur. Nous travaillons tous à des produits du futur et une industrie du futur beaucoup plus dont l'empreinte environnementale sera réduite. Alors, bien évidemment, c'est un bilan qu'il faut faire net, c'est-à-dire que la 5G, toute chose égale par ailleurs, si elle traite le même nombre de données, émet 10 fois moins de CO2 que la 4G. Maintenant, parce qu'elle va permettre le développement et la démultiplication des usages, il est probable qu'elle va s'accompagner d'une augmentation de son empreinte environnementale CO2. Mais elle permettra par ailleurs de réduire l'impact environnemental des lignes de production. Parce qu'il ne faut pas imaginer qu'on puisse digitaliser nos systèmes de production, qu'on puisse modifier nos procédés qui permettront de décarboner l'industrie, sans que pour autant, sans utilisation de la 5G. Donc la 5G, c'est à la fois un moyen qui va permettre radicalement de réduire nos émissions, même si elle, dans l'absolu, parce que la masse des données traitées va augmenter, va être émettrice de CO2. Mais c'est à nous aussi de travailler sur les usages. Si on veut que la 5G soit encore plus performante, eh bien, focalisons-la sur des usages notamment industriels. Et là, le bilan sera largement favorable en termes environnementaux et d'émissions de CO2. Maintenant, si la 5G est surtout utilisée pour des usages individuels, personnels, de la maison, bon, ben là, et de la maison, quand je dis, c'est surtout usage Netflix et autres, alors là, effectivement, on va probablement consommer plus de données, et donc, toute chose égale par ailleurs, être plus émetteur de CO2. Mais pour l'industrie, c'est le passage obligé pour être plus performant sur le plan environnemental. Et il y a aussi la relocalisation, c'est-à-dire que la digitalisation facilite aussi la relocalisation des entreprises et donc par là même réduit l'empreinte carbone. Oui, bien tout à fait. En fait, effectivement, l'industrie du futur, c'est aussi un moyen de relocaliser. Alors, pas tout relocaliser, et donc de réduire les flux de marchandises, et donc de réduire l'impact environnemental de ce que l'on appelle, vous savez, le cercle 2 ou le scope 2 dans les mesures de l'impact environnemental des entreprises. Et ça permet par ailleurs, parce que, encore une fois, on va mieux pouvoir optimiser le fonctionnement d'une ligne de production, parce grâce à la capacité qu'on aura à traiter des données en temps réel, ça permettra aussi de réduire l'impact environnemental et donc de relocaliser. Et puis, la relocalisation, elle sera aussi facilitée par bien d'autres usages de la digitalisation. Quand vous parlez, par exemple, de mise en route à distance, on peut le faire aujourd'hui grâce à des lunettes connectées et grâce à un pilotage à distance du démarrage d'une machine. Mais c'est aussi de nouveaux types de produits, de technologies. L'impression 3D métal, ça permet de relocaliser la production de pièces, par exemple, de rechange. Plutôt que d'avoir d'énormes stocks dont les pièces sont produites à grande échelle dans des pays low cost pour pouvoir réduire le coût unitaire des pièces, eh bien, on pourra faire à la demande des pièces grâce à l'impression 3D. Donc là, on voit que ça a deux impacts. Ça réduit les financements, les besoins de fonds de roulement mis en œuvre, mais surtout, ça réduit l'environnement, l'impact environnemental, parce qu'on transporte moins de pièces. Donc la 3D, c'est une solution aussi. Quand je dis métal, mais c'est aussi la 3D polymère, plastique.
Donc, en fait, on est face à une révolution où on voit apparaître de nouvelles solutions. On parle tous de la voiture électrique. La voiture électrique, ce sont des batteries. Ces batteries, on va en relocaliser la production. Enfin, plus exactement, alors qu'on avait délocalisé progressivement la fabrication de composants et de pièces du moteur thermique, eh bien, avec les batteries, vous le voyez avec les projets annoncés, que ce soit chez Renault ou chez PSA avec Total. Avec le projet ACC et puis le plan Europe Batterie, je ne sais plus comment il s'appelle, voilà. mais l'Europe de la batterie qui réunit les industriels pour créer une source d'approvisionnement en batterie en Europe. Oui. Voilà. Donc toutes ces nouvelles technologies, toutes ces nouvelles solutions de demain, elles permettent une relocalisation. Et elles permettent donc en même temps, on relocalise aussi parce qu'on regagne en souveraineté. Hein. C'est aussi tout le sujet. Vous avez une étude récente qui a été faite par le Cercle d'analyse économique auprès du Premier ministre qui montre que sur 10 000 produits importés par la France, il y en a 600 qui présentent des faiblesses sur le plan de la chaîne d'approvisionnement, soit parce qu'ils sont fabriqués hors UE, soit parce qu'ils sont critiques, et que donc un petit grain de ça pourrait perturber l'approvisionnement du pays. Ben c'est cette centaine de produits, il va falloir réfléchir à la manière de les refabriquer en Europe et pourquoi pas en France. Pour ça, il faut travailler sur les leviers de compétitivité, hein, mais aussi grâce à l'innovation, sur de nouvelles solutions qui permettront d'être plus performants. Parce que, par exemple, ACC travaille sur 2 générations de batteries. La génération actuelle, la batterie lithium-ion, qui est celle qu'ils vont produire le plus vite, mais demain, ils travailleront sur de nouvelles générations de batteries qui seront peut-être plus performantes et différenciantes par rapport à une offre asiatique, par exemple, et qui renforceront cette souveraineté, cette indépendance. Donc, l'innovation est au cœur. Hein. On décarbonera notre industrie que si on innove. Que si on innove. Et on innove comment? En développant de nouveaux procédés, comme on le voit tous les jours. L'industrie cimentière annonce de nouveaux procédés pour substituer au clinker d'autres types de produits, pour utiliser d'autres combustibles que les énergies fossiles pour brûler et brûler son clinker pour produire ensuite du ciment, etc., etc. Et donc tout ça, demande pour produire du clinker. Cette évolution, ça demande de nouveaux équipements, de nouvelles solutions numériques. Et justement, le CNI vient de labelliser une nouvelle filière qui s'appelle Solutions Industrie du Futur, dont vous avez pris la présidence. Alors, qu'est-ce que c'est que Solutions Industrie du Futur ? Alors, les solutions industrie du futur, en fait, c'était quoi l'ambition? C'était de rendre plus visibles tous ces offreurs de solutions français. Donc des entreprises qui fournissent des biens d'équipement, qui fournissent des solutions industrielles et qui vont jusqu'à fournir du digital, du numérique, parce que l'industrie du futur, elle associe étroitement ce que je qualifie de hard, c'est-à-dire les machines, et le soft. Le cerveau de la machine, hein, une machine dotée de capteurs et puis duquel on va extraire des données qu'on va pouvoir traiter pour optimiser son fonctionnement et son impact environnemental. Bon, bien, ces offreurs de solutions, ils existent en France, mais le réflexe naturel, souvent, est de se dire que ces industriels-là ou ces entreprises de services-là ont disparu et qu'elles existent de l'autre côté du Rhin, en Allemagne ou en Suisse ou en Italie. Or, c'est faux. Il y a un terreau d'industriels offreurs de solutions important en France. Donc, le but premier, c'est de les rendre visibles. Et on va les rendre visibles en organisant cet écosystème autour d'une plateforme qui va être fournie, plateforme numérique fournie par Dassault Systèmes et qui permettra justement que des offreurs de solutions puissent offrir leurs solutions à des clients issus des filière verticale du CNI. Donc ça, c'est le premier but, les rendre visibles, les rendre cohérents, en faire une communauté, et une communauté qui couvre toute la chaîne d'approvisionnement de la solution hard jusqu'à la solution soft. Hein, voilà. Ça, c'est le premier objectif. Le deuxième, c'est d'accélérer la transformation de notre industrie et de le faire notamment en focalisant ou en se concentrant sur les nouvelles technologies, les nouvelles solutions de demain, alors qui couvrent à la fois le monde du digital, hein, mais aussi le monde physique. Je parlais de l'impression 3D, nous allons avoir tout un programme d'action pour déployer des solutions 3D en France et notamment dans les centres techniques pour permettre aux PME françaises d'accéder à ces savoir-faire, de réaliser ce que peuvent permettre de faire la 3D métal. Mais
je parle de 3D Métal parce que je connais bien ce secteur, mais on va le faire globalement dans tout ce qui est transformant pour l'industrie de demain. Donc les nouveaux matériaux, la robotique et la cobotique, on va associer le CEA et le CETIM dans cette démarche, et des fédérations, et le CIMOP, qui représente les fournisseurs de robots en France, parce que là aussi, un robot, c'est une machine, c'est une commodité, mais au bout de laquelle vous mettez des têtes, qui là sont intelligentes et qui vont faire et qui vont permettre aux robots de faire des opérations particulières. C'est là-dessus qu'il faut que nous mettions l'accent, nous, en France. C'est moins sur la commodité que sur l'intelligence qui va avec le robot. Et là, il y a, encore une fois, des offreurs de solutions multiples, de toute taille. Et nous allons d'ailleurs, dans cette plateforme, venir y associer à la fois toute la French Tech, parce que il y a dans la French Tech des solutions et des entreprises qui demain vont grandir grâce à l'appartenance à une communauté qui, j'espère, communauté qui devra aller au-delà de la French Tech pour se confronter aux besoins des clients finaux issus des filières verticales du CNI, mais la French Tech, mais aussi le Bush French Fab, la French Fab, enfin tout cet écosystème français, nous voulons qu'il soit rendu visible et que l'on puisse trouver sur cette plateforme des offres de solutions répondant à des demandes d'investissement émanant des filières clientes, et que ces besoins d'investissement soient pas nécessairement des besoins pour radicalement transformer l'industrie, mais pour simplement les aider aussi à se moderniser et à accompagner cette transformation de l'industrie du futur, qui peut se faire, vous savez, qui peut se faire étape par étape. On commence par connecter une machine, puis on connecte deux machines entre elles, puis ensuite on connecte une ligne de production globale. Donc voilà, il ne faut pas non plus penser qu'on ne vise que l'holistique, la transformation radicale. On travaillera sur les projets de R&D de demain, et on veut associer les offres de solutions français à ces projets de demain. C'est vital si on veut être autonome, indépendant, souverain, mais on veut aussi pouvoir accompagner des entreprises qui se transforment, qui se modernisent et qui embarquent progressivement des outils digitaux ou qui réfléchissent à de nouveaux types de production, à de nouvelles façons de faire, à de nouveaux procédés. Voilà. Cette nouvelle filière, c'est donc un moyen aussi d'accompagner la montée en compétences, la montée en gamme de l'industrie hexagonale. Oui, bien sûr. On le fera bien en étroite coordination avec les régions et France Industrie, parce que ça se passe dans les territoires. Cette montée en gamme, elle se passe dans les territoires. Et nous fournirons des outils, mais derrière, c'est dans les territoires avec France Industrie et ses ambassadeurs, et bien évidemment les régions, qu'il ne faut pas oublier. Et par ailleurs, les organismes de financement, je pense notamment à BPI, qui jouent un rôle clé dans d'accélération de la transformation de ces entreprises, que cela se passe. Mais nous allons être, si vous voulez, dans ce cadre-là, l'industrie du futur, enfin la filière, un système pour l'industrie du futur, va être plutôt un chef d'orchestre, quelqu'un qui va définir le cadre et qui va ensuite s'appuyer sur les compétences. Par exemple, dans le domaine de la formation, puisque l'interlocuteur précédent parlait de formation, dans le domaine de la formation, nous déléguerons, c'est pas à nous d'élaborer des programmes de formation. Nous avons en France des organismes qui existent et qui sont capables de le faire. Je pense à l'IUMM, je pense aux OPCO. Bon, mais nous simplement, nous identifierons les métiers sous tension et nous serons en demande. Et nous attendons des OPCO, mais ils le font déjà, et de l'UMM, mais aussi, par exemple, du projet France Industrie du Futur et de ces clusters qui se créent. Nous attendons à ce que on mette en œuvre les moyens pour former les opérateurs à cette industrie de demain, qui est déjà là. Quand je dis industrie du futur, nombre de PME, il y en a plus de 5000 qui ont été auditées, qui sont engagés dans ce parcours de montée en gamme. Le terme industrie du futur, il n'est pas très adapté. Parce que justement, le futur, ça doit être aujourd'hui. Les entreprises françaises, il faut qu'elles se transforment aujourd'hui et pas après-demain. Non. Et en fait, oui, mais c'est aussi pour dire l'industrie du futur sera digitale. Ça, c'est déjà en cours. L'industrie du futur, elle doit aussi aider à accompagner les mouvements majeurs de transformation de l'industrie de demain. C'est-à-dire, par exemple, quand on parle de quantique, quels sont les préalables?
Que peut-on faire en France? Quand on parle de microélectronique, que peut-on faire en France? Bon, donc toutes ces réflexions, elles doivent être au cœur de cette filière. Et elles doivent permettre d'accompagner ces transformations. Donc là, on parle bien d'industrie du futur, c'est l'industrie de demain, mais c'est des programmes à la fois européens et français. Tout ça doit s'articuler avec le plan de relance, hein, c'est fondamental. Nous articulerons nos grands projets avec le plan de relance et nous voulons être cet accélérateur du plan de relance que d'ailleurs, et c'est le gouvernement attend de nous que nous fassions ça. Donc, et là, on parle vraiment d'industrie de demain, du futur de demain. Mais l'industrie du futur, c'est aussi vraiment l'industrie du futur. C'est celle d'après-demain. Comment, voilà, c'est celle d'après-demain. Et c'est s'y préparer. Un peu comme on l'a fait depuis une dizaine d'années. Vous savez, on parlait déjà d'industrie du futur en 2012. Nous, FIV, concevoir aujourd'hui les usines de demain, c'était notre signature en 2007. Donc, ça fait une quinzaine d'années qu'on est sur ces sujets-là. Mais on voit qu'en permanence, ça évolue. D'abord qu'il faut du temps. Et pour que la maturité se fasse, pour que l'écosystème intègre les enjeux de cette transformation, et puis que par ailleurs, cette industrie du futur, elle est en permanence en train de se renouveler, de se transformer, et de réfléchir à la façon de faire différemment ce qu'on faisait aujourd'hui. D'une certaine manière, on la fera différemment de demain. Mais j'ajoute qu'elle est là aussi au service des filières clientes qui, elles, travaillent sur les produits du futur. Bien sûr. L'avion électrique, la voiture électrique et autonome, demain la 6G dans les télécoms, les nouvelles puces et les nouveaux microprocesseurs. Donc tout ça est en permanence en train d'évoluer. Simplement, un constat, ça évolue de plus en plus vite. Ces transformations se font à une vitesse phénoménale. Donc, faut anticiper et il faut agir. Quoi. Il faut agir. Alors, anticiper et agir, ce sera le mot de conclusion. Merci Frédéric Sanchez pour cette interview et cette conclusion du Manufacturing Digital Innovation. Et puis, à très bientôt. À bientôt. Merci à vous. C'est moi qui vous remercie. À bientôt. Au revoir. Au revoir.